Nous vivons dans un monde où la majorité doit crier pour se sentir entendue, où beaucoup confondent autorité avec arrogance et leadership avec manipulation. Il y a ceux qui croient que pour influencer, il faut s'imposer, que pour contrôler, il faut dominer, que pour être respecté, tu dois être le plus fort, le plus bruyant, le plus craint. Mais tout cela n'est que bruit. C'est du théâtre, c'est une façade. La véritable influence ne s'impose pas, elle s'exerce. Et elle ne vient pas de mots vides ni de jeux de pouvoir, elle vient de l'intérieur, de celui qui se maîtrise lui-même avant d'essayer de toucher l'autre, de celui qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit parce que sa seule présence est déjà suffisante. Cette vidéo n'est pas pour t'apprendre à manipuler. Ce n'est pas pour que tu joues à être un imposteur avec un sourire d'acteur. C'est pour que tu comprennes que le véritable pouvoir n'a pas besoin d'ornement, que le véritable contrôle naît du silence, du regard ferme, du corps qui transmet la sécurité sans bouger un seul muscle. Nous allons parler de 9 façons d'exercer ce pouvoir, non pas depuis l'arrogance, mais depuis la présence, depuis le calme, depuis l'esprit entraîné et le corps conscient. Ce sont des leçons pratiques, applicables, basées sur les principes du stoïcisme, philosophie pure, portée sur le terrain où elle compte le plus, ta vie quotidienne. Si tu cherches des formules faciles pour faire obéir les gens, ce n'est pas ta place. Mais si tu es prêt à travailler sur toi pour que le monde s'aligne sans que tu aies à crier, alors reste, parce que c'est pour toi. Un fait du silence ta stratégie la plus bruyante. Le lion ne rugit pas quand il chasse. Il se déplace lentement, sereinement, calculateur. Il n'a pas besoin de faire du bruit, car sa seule présence suffit à imposer le respect. Le silence qui l'entoure avant l'attaque n'est pas une faiblesse, c'est une préparation. C'est une tension contenue, c'est du pouvoir au repos. Il en va de même pour les personnes qui savent vraiment influencer. Ce ne sont pas celles qui crient le plus fort, ni celles qui remplissent la salle de mots. Ce sont celles qui apprennent à maîtriser le silence et le transforment en un outil de contrôle. Aujourd'hui, tout le monde veut parler, donner son avis, réagir. Nous vivons à une époque où celui qui garde le silence semble perdre. On nous a appris que si nous n'élevons pas la voix, nous sommes hors du jeu. Mais c'est un mensonge déguisé en vérité. La plupart parlent par peur, par anxiété, par besoin de validation. Ils parlent pour être vus, car s'ils se taisent, ils ont l'impression de disparaître. Et c'est là le problème. Le besoin d'être vu est souvent le signe le plus clair que tu ne te connais pas vraiment. Le silence, en revanche, est l'arme de celui qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Le stoïcisme nous rappelle que la véritable force ne crie pas, ne réagit pas, ne désespère pas. Elle observe, analyse, décide. Et seulement après, elle agit. Quand tu maîtrises ton envie de parler juste pour combler un vide, quand tu résistes à l'urgence de répondre à une provocation, tu montres un niveau de contrôle que très peu possèdent. Et ce contrôle est perçu. Il se ressent. Car le silence n'est pas passivité, c'est présence. Une présence qui dérange ceux qui ne la comprennent pas, qui désarme ceux qui espéraient que tu tomberais dans le jeu. Le silence a du poids, il a du volume. Et si tu apprends à l'utiliser, chaque moment où tu te tais devient une déclaration de pouvoir. Mais il ne s'agit pas de devenir hermétique, ni de se cacher derrière le mutisme. Il s'agit de savoir quand parler et quand ne pas le faire. De comprendre que chaque mot que tu choisis de ne pas dire communique aussi. Que parfois, le plus grand acte d'influence réside dans ta capacité à observer sans intervenir, à écouter sans interrompre, à garder ton calme alors que tout autour de toi explose. Car à ce moment-là, tu es le centre, le seul qui ne bouge pas, le seul qui ne se perd pas. Et c'est là que le silence devient une stratégie. Quand les autres commencent à regarder pour voir ce que tu penses, pourquoi tu ne réagis pas, ce que tu sais qu'ils ne savent pas. À cet instant, sans avoir dit un seul mot, tu es déjà en train de diriger. Tu marques le rythme. Tu fais en sorte que le reste s'adapte à ton énergie, à ta façon d'être présent. Et cela ne s'enseigne pas avec des discours.
Cela se pratique, avec de la pratique, avec de la maîtrise de soi. Le silence n'est pas une absence, c'est du pouvoir concentré, c'est de l'énergie contenue prête à être libérée au moment juste. Et quand tu choisis de te taire, tu ne perds pas en protagonisme, tu construis ta présence, tu crées un espace où ta seule attitude parle pour toi, où ton regard, ta posture, ton immobilité disent plus que 1000 mots. Ne sous-estime pas le silence, car bien utilisé, il fait plus de bruit que n'importe quel cri. Et celui qui le maîtrise n'a pas besoin de s'imposer. Il est déjà en contrôle dès l'instant où il entre dans la pièce. 2. Occupe ton corps comme si le monde t'appartenait. Imagine entrer dans une salle pleine de monde. Personne ne te connaît, personne ne t'attend. Mais quelque chose change dès que tu franchis la porte. Tu n'as rien dit, tu n'as rien fait. Tu es juste là, debout, le dos droit et le regard serein. Et pourtant, l'atmosphère s'ajuste. Certaines personnes se taisent, d'autres te regardent du coin de l'œil. Il y a une tension subtile dans l'air. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la présence, c'est de la posture. C'est un corps qui communique la confiance sans demander la permission. Parce que bien que beaucoup l'oublient, le corps parle avant la bouche. Ton langage corporel crie qui tu es, même quand tu es silencieux. Si tu marches voûté, doutant de chaque pas, les épaules tombantes et le regard bas, tu dis au monde que tu ne mérites pas l'espace que tu occupes. Mais si tu te tiens avec détermination, si tu respires profondément, si tu bouges avec assurance et sans hâte, tu envoies un autre message. Je suis ici, et je n'ai pas besoin de permission pour l'être. Le stoïcisme ne parle pas beaucoup de posture ou de langage corporel, mais il parle d'autodiscipline. Et le corps est la première extension de cette discipline. Comment vas-tu contrôler tes émotions si tu ne peux même pas contrôler ta posture? Comment espères-tu influencer les autres si tu ne crois pas en ta propre présence? La maîtrise du corps est le premier pas vers la maîtrise de l'environnement. Parce que le corps réagit à ce que tu ressens, mais il peut aussi t'apprendre à ressentir différemment si tu apprends à l'utiliser avec intention. Il ne s'agit pas de jouer un rôle, il s'agit d'habiter ton corps, de prendre chaque centimètre de ton corps comme un espace sacré qui bouge avec un but. Tu n'as pas besoin d'être grand, ni fort, ni d'avoir une apparence parfaite. Ce dont tu as besoin, c'est de conviction. Marcher comme si tu savais exactement où tu vas, même si tu n'as pas toutes les réponses. Te tenir debout comme si le monde était à toi, non pas parce que tu veux le dominer, mais parce que tu sais que tu peux t'adapter à n'importe quel terrain. Et ce n'est pas seulement une question d'apparence. Il y a quelque chose dans la posture qui reconfigure aussi l'esprit. Quand tu te redresses, quand tu occupes l'espace naturellement, ta respiration change, tes pensées s'organisent, ton énergie devient plus ferme. Tu ne fais pas semblant. Tu te rappelles à toi-même que tu n'as pas à te cacher, que tu n'as pas besoin de demander la permission d'être qui tu es, que tu as le droit d'être ici ou que ici soit. Les gens ont du mal à discuter avec quelqu'un qui transmet la sécurité sans dire un mot. Ils ont du mal à défier celui qui n'a pas peur d'être présent, parce que la plupart des gens se sentent mal à l'aise dans leur propre corps. Ils se sentent trop grands ou trop petits, trop maladroits ou trop invisibles. Et c'est pourquoi, quand quelqu'un apparaît sans ses doutes, l'atmosphère le reconnaît. Elle le ressent. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est authentique. Et l'authenticité, lorsqu'elle est ferme, est magnétique. Alors commence à t'entraîner à cela. N'attends pas le moment idéal pour projeter la confiance. Fais-le maintenant, dans ta façon de t'asseoir, de marcher, de regarder. Chaque pas ferme est une déclaration. Chaque mouvement intentionnel est une façon de dire « Je suis ici et je n'ai pas besoin que tu me valides ». Il ne s'agit pas de dominer les autres, il s'agit de ne pas laisser le monde te réduire. Il s'agit d'occuper ton corps, comme si tu savais, sans hésiter, que tu as autant de droits que quiconque à être où tu es. Et quand tu y parviendras, sans dire un mot, beaucoup commenceront à se demander qui tu es. Et tu n'auras même pas besoin de répondre. 3. Guide sans que l'on remarque que tu es au volant. Le véritable leadership n'a pas besoin d'annonce.
Il ne porte pas de pancarte, ni n'exige de reconnaissance. Il est comme le gouvernail d'un navire. Il est là, solide, silencieux, dirigeant toute la trajectoire sans attirer l'attention. C'est ainsi que fonctionne l'influence la plus puissante. Elle ne s'impose pas, elle ne s'exhibe pas, elle s'exerce simplement. L'art de guider sans que l'on remarque que tu es aux commandes est l'une des formes les plus subtiles et efficaces de contrôler une situation sans paraître le faire. La plupart des gens veulent contrôler depuis leur ego. Ils ont besoin que l'on sache qu'ils ont décidé, qu'ils ont dirigé, qu'ils ont tiré les ficelles. Ils cherchent l'approbation, la reconnaissance, voire l'obéissance. Mais ce n'est pas du vrai contrôle. C'est de l'insécurité déguisée en autorité. Le véritable contrôle ne se crie pas. Il se manifeste dans de petites actions, dans des décisions fermes, dans la façon dont tu crées une direction sans avoir à l'imposer. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent, ressentent ou font, mais nous pouvons contrôler comment nous nous positionnons dans n'importe quel environnement. Et à partir de là, de cette stabilité interne, nous influençons sans effort. Lorsque tu te connais à fond et que tu gardes ton calme au milieu du chaos, tu deviens un point de référence pour les autres. Au lieu de pousser, tu attires. Au lieu d'ordonner, tu inspires. Les gens commencent à suivre ton exemple sans que tu leur demandes de le faire. Parce que ce que tu transmets, c'est la cohérence. Et la cohérence est rare. C'est pourquoi elle se démarque. Tu guides avec tes actes, avec ta contenance, avec ta clarté de parole et ta capacité à écouter plus que tu n'interromps. Il ne s'agit pas de manipuler ou de déguiser le contrôle sous un masque aimable. Il s'agit d'être si clair avec toi-même que tes décisions deviennent contagieuses. Les gens commencent à faire confiance, non pas parce que tu les convaincs, mais parce que tu transmets une direction. Et dans un monde plein de confusion, celui qui a une direction devient un phare. Cependant, cette forme de leadership exige de la patience, parce qu'elle n'est pas toujours visible, elle n'est pas toujours reconnue. Tu devras supporter que d'autres prennent le crédit, qu'ils ne t'applaudissent pas, qu'ils ne se rendent même pas compte que c'était toi qui tenais le navire quand tout le monde était sur le point de sauter. Mais c'est précisément le point. Tu ne le fais pas pour être vu. Tu le fais parce que tu peux. Parce que tu sais que tu as ce qu'il faut pour diriger sans dominer, pour corriger sans humilier, pour pousser sans pousser. Et cette influence silencieuse est beaucoup plus puissante que n'importe quel ordre. Parce qu'elle ne génère pas de résistance, elle ne réveille pas l'ego chez l'autre. Au contraire, elle donne de l'espace, ouvre des chemins, permet aux gens de se sentir partie prenante du processus. Et quand ils sentent que c'était leur décision, ils suivent ta direction avec plus de force, avec plus de conviction, même sans savoir que tu étais là, guidant depuis l'ombre. Pratiquer cela est un défi constant. Cela implique de contrôler ton besoin de reconnaissance. Cela implique de lâcher l'orgueil de vouloir être le centre. Cela implique de faire confiance en ta capacité à maintenir une vision sans avoir besoin de la crier. Mais si tu y arrives, tu verras comment ta présence devient une force organisatrice. Les gens te suivront, non pas parce que tu les as poussés, mais parce que tu les as alignés sans les forcer. Et quand quelqu'un te demandera comment tu as fait, tu souriras simplement. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer quand tu as été au volant pendant longtemps sans que personne ne s'en rende compte. Seuls les véritablement forts peuvent guider ainsi, avec clarté, avec fermeté et avec l'humilité de ne pas avoir besoin de reconnaissance pour exercer une influence. 4. Sois le calme qui désarme toute tempête. Il y a quelque chose de profondément déconcertant chez quelqu'un qui ne perd pas le contrôle lorsque tout autour de lui s'effondre. Dans un monde qui réagit par impulsion, où la plupart répondent par des cris, des plaintes ou de l'agressivité face à la moindre tension, le calme authentique n'est pas seulement rare, il est puissant, il désarme, il met mal à l'aise, il redéfinit la dynamique de toute situation. Être ce calme ne signifie pas être passif ou indifférent. Cela ne signifie pas non plus tout avaler sans répondre. Cela signifie garder le contrôle. Être si centré sur toi,
si conscient de tes émotions, que rien d'externe n'a le pouvoir de te sortir de ton axe. Et cela ne se feint pas. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Le calme n'est pas une attitude, c'est le résultat d'un travail interne. C'est le fruit de la connaissance de tes limites, de tes blessures, de tes réactions, et de ne pas permettre à rien ni à personne de décider pour toi comment tu vas agir. Le stoïcisme est, en essence, une philosophie du calme. Pas de la froideur émotionnelle, mais de l'autocontrôle. Les stoïciens savaient qu'on ne peut pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais bien ce qui se passe à l'intérieur. C'est la clé. Alors que les autres courent après les événements, essayant d'éteindre des incendies, tu es le feu contrôlé. Tu décides quand brûler et quand éteindre. Tu choisis quand parler et quand te taire. Et cela, bien que cela puisse sembler subtil, change absolument tout. Quand tu fais face à quelqu'un qui crie et que tu ne montes pas le ton. Quand quelqu'un veut te provoquer et que tu choisis de répondre avec sérénité. Quand tout semble chaotique et que tu es le seul à ne pas paniquer. Dans ces moments-là, tu deviens le centre. Le point fixe autour duquel tout tourne. Et pas parce que tu veux l'être, mais parce que tu l'es. Parce que ton énergie ne rivalise pas, ne s'impose pas, elle reste simplement intacte. Et dans cette permanence réside la force. Les gens attendent une réaction. Ils attendent que tu te défendes, que tu perdes ton sang-froid. Parce que c'est ainsi que le contrôle est mesuré dans ce monde, en voyant qui explose en premier. Mais tu joues à un autre jeu. Un jeu plus élevé, un jeu où chaque émotion est reconnue, acceptée, puis canalisée, parce qu'il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens. Il s'agit de ne pas laisser ce que tu ressens te contrôler. Être le calme au milieu de la tempête ne signifie pas que tu ne ressens pas la tempête. Cela signifie que tu choisis de ne pas te transformer en elle. Et cela, bien que beaucoup ne le comprennent pas, est une forme de contrôle qui vaut plus que 1000 cris d'autorité. C'est une forme d'influence qui s'impose sans imposer. Parce que lorsqu'une personne garde son sang-froid, elle transmet plus que de la tranquillité. Elle transmet du leadership. Elle transmet de la confiance. Elle transmet de la clarté. Cultiver ce calme exige de la discipline. Cela exige une pratique quotidienne. Respirer profondément lorsque tout en toi veut réagir. Faire une pause avant de lâcher le mot incorrect. Sortir, marcher, avant d'écrire ce message qui naît de la colère. Apprendre à reconnaître que tout ne mérite pas ta réponse, que tout ne nécessite pas ton énergie, que parfois, le plus grand acte de pouvoir est de rester immobile pendant que tout bouge autour de toi. Et lorsque tu y parviens, tu verras comment les choses changent, non pas parce que tu les forces, mais parce que ta présence commence à ordonner. Ta façon d'être est contagieuse, elle calme, elle restructure. Et là, sans crier, sans imposer, sans perdre le contrôle, tu auras gagné. Parce que tu auras démontré que celui qui domine ses émotions domine le monde. 5. Vois ce que personne ne voit pendant que tout le monde parle. Imagine une salle pleine de voix constantes, où chaque personne se précipite pour donner son avis, pour s'exprimer, pour remplir l'espace avec ses propres idées et jugements. Au milieu de ce tumulte, il existe une compétence unique, presque clandestine, qui te permet d'observer et de capter ce que tout le monde ignore. Cette compétence est de voir l'invisible, de découvrir les subtilités qui surgissent dans le silence, entre les mots et dans les pauses des conversations. Il ne s'agit pas d'être un simple spectateur, c'est d'être tellement en phase avec la réalité que chaque geste, chaque regard et chaque tic sont des signaux que tu déchiffres avec une clarté que peu de personnes possèdent. Quand la plupart se contentent d'écouter l'évident, tu t'immisces dans l'intrigue cachée de chaque interaction, dans le fond des mots qui sont dits sans être prononcés. Ces détails, presque imperceptibles, peuvent transformer toute une conversation. C'est la différence entre entendre et vraiment comprendre ce qui se passe autour de toi. Apprendre à voir ce que personne ne voit implique un engagement personnel à connaître les nuances de la communication humaine. C'est avoir la discipline de cesser de parler pour commencer à vraiment écouter, et l'intelligence pour analyser ce qui se cache derrière les expressions superficielles. Cette forme de perception se cultive avec patience et pratique constante.
Il ne s'agit pas d'être toujours en mode observateur par peur d'intervenir, mais de savoir que la véritable sagesse réside dans la connaissance profonde des dynamiques interpersonnelles. En apprenant à détecter ces informations cachées, tu peux anticiper les réactions, comprendre les émotions non exprimées et capter les intentions sans qu'elles aient besoin d'être articulées en mots. Ainsi, pendant que la majorité parle, tu accumules un trésor de détails qui te permettent de voir le tableau complet sans te laisser piéger par les apparences. La vie quotidienne t'offre de multiples scénarios où cette compétence est décisive. Dans une réunion de travail, alors que certains s'engagent dans des discussions animées, tu peux identifier les idées qui résonnent vraiment et celles qui sont de simples distractions. Dans un conflit personnel, où les émotions peuvent brouiller le jugement, la capacité d'observer les signaux subtils te permet de comprendre l'origine du malaise, d'apporter une réponse mesurée et, en fin de compte, d'influencer pour apaiser la situation. Cette sensibilité, presque instinctive, se traduit par une plus grande efficacité pour résoudre les problèmes et pour influencer les autres sans avoir besoin d'imposer ta volonté de manière directe. Souvent, ce qui compte le plus n'est pas ce qui est dit ouvertement, mais ce qui est caché entre les lignes. Les silences ont leur propre langage, et en apprenant à les interpréter, tu découvres des vérités que personne d'autre ne parvient à percevoir. Cette compétence te donne un avantage indiscutable dans tout type de relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Tu peux prévoir les comportements, adapter ta stratégie et surtout répondre avec le calme et la précision que seuls ceux qui maîtrisent l'art de voir au-delà de l'évident acquièrent. Ce n'est pas un don inné pour la plupart, mais une compétence qui se forge avec le temps, grâce à l'exercice constant de l'observation consciente. Cela implique de renoncer à la compulsion de parler et de laisser le silence des autres révéler plus que ce que les mots pourraient jamais exprimer. Ainsi, chaque regard furtif, chaque micro-expression, chaque pause chargée de signification se transforme en une leçon sur le réseau invisible qui régit les interactions humaines. Développer cette compétence ne te rend pas seulement plus perceptif, mais te permet également de gérer les situations avec une intelligence émotionnelle que d'autres n'envieront qu'eux. Tu deviens capable d'agir avec froideur et stratégie lorsque la situation l'exige, et de prendre des décisions basées sur une compréhension globale de l'environnement dans lequel tu évolues. Cette capacité est un reflet clair d'une profonde maîtrise de soi. C'est la preuve que, lorsque tu te concentres sur l'essentiel, tu peux influencer le cours des événements sans avoir besoin de hausser la voix. Ainsi, pendant que le bruit des conversations continue de remplir l'air, tu restes calme, tu affines tes sens et tu captes ce que, au milieu du chaos, peu de gens remarquent. C'est la différence entre simplement exister et vraiment maîtriser l'art d'influencer par l'observation silencieuse. 6. Provoque des vérités sans avoir besoin de blesser. Dire la vérité est facile. Ce qui est difficile, c'est de le faire sans la transformer en une arme. N'importe qui peut lâcher une critique sous le prétexte d'être sincère, mais tout le monde n'a pas la tempérance de dire ce qui doit être entendu sans détruire l'autre dans le processus. C'est l'une des formes les plus subtiles de pouvoir. Provoquer une vérité sans blesser, sans humilier, sans faire que la personne se ferme. Parce que l'influence ne se résume pas toujours à mener par l'exemple ou à garder son calme. Parfois, il s'agit de pousser doucement les autres à voir ce qu'ils ne veulent pas voir, à reconnaître ce qu'ils ont évité par peur, par douleur ou par pur ego. Mais si vous le faites avec arrogance, si vous le faites avec colère ou avec supériorité, vous perdez tout. La personne se défend, se ferme, devient votre ennemi. En revanche, si vous le faites avec fermeté, à partir de la clarté intérieure et avec un ton qui ne cherche pas à gagner, mais à aider, alors vous semez une graine. Et cette graine grandit. La clé est l'équilibre. Ne pas adoucir à tel point que la vérité se dilue, mais ne pas frapper si fort qu'elle se transforme en rejet. Et cet équilibre naît de la maîtrise de soi.
de savoir quand parler, comment parler et surtout pourquoi vous parlez. Vous ne le faites pas pour décharger votre frustration. Vous le faites parce que vous savez que faire face à la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est le premier pas vers toute transformation réelle. Celui qui a appris à la provoquer sans blesser a conquis son propre ego. Il n'a plus besoin d'avoir raison, il n'a pas besoin d'imposer son point de vue, il n'a pas besoin de se sentir supérieur. Il cherche seulement à ce que l'autre personne se réveille. Et cela, même si cela ne semble pas être le cas, est une forme de compassion. Mais pas une compassion faible ou complaisante, mais une compassion qui exige, qui pose des limites, qui affronte l'inconfortable dans le but de construire, pas de détruire. Cela nécessite une bonne observation. Écouter au-delà des mots. Sentir le moment exact où l'on peut dire ce qui est nécessaire sans que l'autre personne ne le rejette immédiatement. Et quand ce moment arrive, ne pas trembler, ne pas adoucir par peur, parler clairement mais avec intention, dire tout mais sans blessure. Parce que la vérité, lorsqu'elle est transmise à partir d'un endroit propre, a le pouvoir de guérir même lorsqu'elle est inconfortable. Ce type d'influence n'est pas visible, il n'est pas applaudi, il ne devient pas viral, mais il transforme, il change les relations, il change les équipes, il change les personnes. Et vous ne devenez pas juge, ni sauveur, ni bourreau. Vous devenez un miroir qui ne reflète pas ce que l'autre veut voir, mais ce qu'il a besoin de voir. C'est la véritable force. Dire ce qui compte, au bon moment, avec les bons mots et le cœur pur, sans avoir besoin de blesser et sans craindre d'être inconfortable. 7. Brise le jeu en montrant clairement que tu n'en as pas besoin. Rien ne déconcerte plus que quelqu'un qui peut jouer. Mais choisis de ne pas le faire, qui a les outils, la capacité, même l'avantage, et pourtant décide de ne pas entrer dans la dynamique que tout le monde est désespéré de gagner. C'est l'une des formes d'influence les plus percutantes. Montrer, sans le dire, que tu n'as pas besoin du jeu pour te valider. Que tu peux entrer, oui, mais tu peux aussi sortir quand tu veux, sans rien perdre. Nous vivons dans une société où tout le monde se bat pour l'attention, le statut, l'approbation. Des alliances fausses sont formées, des choses sont dites qui ne sont pas ressenties. On agit pour s'intégrer dans un cercle qui souvent n'a même pas de sens. Mais quand quelqu'un qui ne cherche pas cela apparaît, qui ne négocie pas ses valeurs pour appartenir, qui ne rend pas de faveur en attendant quelque chose en retour, tout s'effondre. Parce que ce type de personne ne peut pas être contrôlé. Il n'a pas besoin du système, il ne dépend pas du groupe, il n'a pas peur d'être seul. Et dans cette indépendance réside son pouvoir. Le stoïcisme ne concerne pas seulement la résistance à l'adversité ou la maîtrise des émotions. Il s'agit aussi de savoir quand quelque chose ne vaut pas ton énergie. Savoir quand tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, quand un combat ne mérite pas ta participation, quand un environnement te retire plus qu'il ne t'apporte. Il ne s'agit pas de t'isoler du monde, mais de te mouvoir à l'intérieur de lui avec ton propre critère, avec la certitude que, si le jeu devient toxique, tu peux le lâcher sans craindre de perdre quelque chose d'important. Parce que l'important, tu l'as déjà, toi-même. Et cela brise la structure. Parce que la majorité a besoin du jeu. A besoin d'être acceptée, a besoin de concourir, a besoin de sentir qu'elle appartient. Mais pas toi. Tu entres quand tu veux, tu joues si ça en vaut la peine, et tu te retires quand tout devient bruit. Et cela génère une énorme tension, parce que celui qui n'a besoin de rien est libre, et celui qui est libre est imprévisible, et l'imprévisible fait peur. Mais attention, cette liberté n'est pas une excuse pour l'orgueil ou l'indifférence. Ce n'est pas un bouclier pour éviter de t'engager. C'est une posture consciente. C'est savoir quand participer et quand ne pas le faire. C'est montrer que tu as le contrôle suffisant pour lâcher prise, même si gagner semble tentant. Parce que tu sais que si pour gagner tu dois te perdre toi-même, alors tu as déjà perdu. Ce niveau de détachement ne se construit pas du jour au lendemain. Il se travaille, avec des décisions fermes, avec des moments de solitude, avec des renoncements que les autres ne comprennent pas. Mais à chaque pas, tu deviens plus fort, plus libre et plus influent.
Parce qu'au final, celui qui n'a pas besoin de jouer a le pouvoir de changer les règles. Et quand tu brises le jeu à partir de cet endroit, tout le monde le remarque, même si personne ne dit rien. 8. Fais que ta seule présence réorganise la salle. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de t'imposer et encore moins de chercher à attirer l'attention. Parfois, il suffit d'entrer, d'être là, d'occuper l'espace avec tant de fermeté, tant de calme et tant de clarté que tout le reste s'ajuste en fonction de toi. C'est ça, la présence. Et la véritable présence ne se force pas, elle se cultive. Il y a des gens qui franchissent à peine une porte et l'ambiance change. Non pas parce qu'ils font du bruit, mais parce qu'ils transmettent quelque chose de différent. Ils transmettent une direction. Ils transmettent une certitude. Ils transmettent une énergie qui organise, qui ordonne, qui fait que le chaos s'arrête pour un moment pour regarder, même s'ils ne savent pas exactement pourquoi. Et ce n'est pas un talent magique, ni un privilège réservé à quelques-uns. C'est le résultat d'une décision. La décision de prendre la responsabilité totale de ce que tu es et de la façon dont tu te déplaces dans le monde. Ta présence se construit avec chaque choix, chaque habitude, chaque réaction que tu maîtrises. Il ne s'agit pas de feindre une attitude, ni de prétendre être sûr de soi. Il s'agit de devenir quelqu'un qui se soutient lui-même sans effort, quelqu'un qui n'a pas besoin de se déguiser en quoi que ce soit pour être respecté. Quand tu arrêtes de chercher la validation externe, quand tu arrêtes d'essayer de t'intégrer, ton énergie devient solide. On la ressent. Et cette solidité est ce qui change la dynamique de n'importe quel lieu où tu entres. La plupart cherchent l'attention comme un enfant qui ne veut pas être seul. Ils crient, exagèrent, se font remarquer parce que sans ce regard étranger, ils ne savent pas qui ils sont. Mais pas toi. Tu choisis une autre voie. Une voie plus silencieuse, plus profonde, plus réelle. Tu entres dans une salle sans anxiété, sans besoin de compétition, sans urgence d'impressionner. Et c'est précisément pour cela que tu te démarques. Parce que ce qui ne s'efforce pas d'être vu quand c'est authentique devient impossible à ignorer. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin d'être la personne la plus brillante, ni la plus charismatique. Tu as juste besoin de cohérence. Tu as besoin que ta façon de parler, ta façon de marcher, ta façon de regarder soit alignée. Qu'il y ait une harmonie en toi qui soit si évidente que les autres la ressentent. Et quand cela se produit, les gens s'ajustent, ils changent de ton, ils mesurent leurs mots, ils t'observent avec plus de soin, non pas par peur, mais parce que ton énergie impose un nouveau rythme. Un rythme plus lent, plus centré, plus ferme. C'est ça, l'influence. Non forcée, non demandée, exercée depuis l'être. Et c'est l'un des outils les plus puissants que tu peux développer. Tu ne peux pas la feindre, tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux que la travailler, jour après jour. Dans ta façon de penser, de te comporter, de soutenir le silence, de regarder avec intention. Alors, ne dis rien. Entre simplement. Respire. Assieds-toi calmement, tiens-toi en toi, et laisse ta seule présence réorganiser la salle. 9. Conquérir la situation sans bouger un muscle. Il existe un type de contrôle qui n'est pas visible, mais qui se ressent. C'est le type de maîtrise qui n'a pas besoin d'élever la voix, de donner un ordre, ni même de bouger. C'est cette énergie ferme, enracinée, qui soutient le moment sans dire un seul mot. La véritable conquête n'exige pas toujours une action. Parfois, le pouvoir maximum réside dans le fait de ne pas bouger, de ne pas réagir, de ne pas céder 1 centimètre de ton centre. Beaucoup pensent que contrôler une situation consiste à la prendre de force, à parler plus fort que les autres ou à gagner la discussion avec des arguments. Mais cela n'est que superficiel. Ce qui conquiert vraiment, c'est la stabilité interne. La personne qui reste calme alors que tout le monde s'agite, qui ne se laisse pas emporter par l'émotion collective, qui maintient le même ton, le même rythme, la même expression, alors que tout se désordonne autour d'elle, cette personne domine déjà. Parce que lorsque tu ne t'agites pas, tu forces les autres à s'adapter à toi. Et tu ne le fais pas par arrogance.
Tu le fais parce que tu sais que l'énergie la plus stable attire toujours l'énergie instable. Le chaos cherche l'ordre, le bruit cherche le silence, la tension cherche un point fixe où rebondir. Et si tu deviens ce point fixe, la situation t'appartient. Cela ne signifie pas être passif. Cela signifie avoir le courage de ne pas agir quand ce n'est pas nécessaire. Cela signifie comprendre qu'il y a des moments où le véritable mouvement est l'immobilité. Que rester où tu es, sans reculer, sans te justifier, sans entrer dans le jeu d'autrui, est plus puissant que n'importe quelle manœuvre. Parce que tu dis « je ne bouge pas ». Cela ne me déstabilise pas. Tu n'as pas besoin de ma réaction pour exister. Cette posture s'entraîne. Il ne s'agit pas d'être indifférent, mais d'être imperturbable. D'apprendre à respirer au milieu du chaos, à maintenir le corps ferme quand tu sens qu'on veut te pousser, à regarder calmement même quand la situation semble exploser. Et là, juste là, c'est quand tu domines. Non pas parce que tu contrôles les autres, mais parce que tu t'es déjà contrôlé. Conquérir sans bouger implique aussi de savoir quand garder le silence, quand ne pas te justifier, quand ne pas entrer dans la provocation. C'est un acte de pouvoir, choisir le terrain où tu vas te battre, ou même de décider que cela ne vaut pas la peine de se battre. Parce que si tu ne perds pas ton centre, rien ni personne ne peut te sortir de ta place. Et quand les autres le remarquent, ils le respectent, même s'ils ne le disent pas. Alors ne cours pas toujours, n'explique pas toujours, ne réponds pas toujours. Parfois, il suffit de rester exactement où tu es, avec un regard ferme, un corps calme, un esprit éveillé et une volonté intacte. Parce qu'à ce moment-là, sans bouger un seul muscle, tu as déjà conquis la situation. L'intelligence n'est pas héritée, elle s'entraîne. Et si tu penses encore qu'être intelligent, c'est parler de manière compliquée, gagner des discussions ou répéter des données de mémoire, alors on t'a domestiqué. Parce que la véritable intelligence ne se montre pas, elle se démontre. Ce n'est pas un ornement, c'est un outil. Nous vivons dans un monde qui récompense l'apparence de la sagesse, mais punit la pensée authentique. On nous remplit de théories, de belles phrases, de conseils recyclés. Mais personne ne nous apprend à penser par nous-mêmes. Parce qu'un esprit libre, critique et fort dérange. Et c'est exactement le type d'esprit que nous allons construire ici. Ce n'est pas un discours pour paraître profond. C'est une provocation, une invitation à utiliser ton esprit comme un muscle qui se renforce avec l'inconfort, le doute, la contradiction. La philosophie stoïcienne n'a pas été écrite pour paraître intelligente. Elle a été créée pour survivre au chaos, pour garder son calme quand tout tremble, pour penser clairement au milieu du bruit. Nous ne sommes pas ici pour glorifier l'intelligence. Nous sommes ici pour l'activer, pour l'incorporer au corps, pour la transformer en action. Parce qu'un esprit qui ne bouge pas n'est qu'un ego déguisé en théorie. Et ça ne sert à rien. Ça va faire mal. Parce que penser vraiment fait mal. Se remettre en question brise. Sortir du moule dérange. Mais cela libère aussi. Cela te réveille. Cela te transforme. Voici 8 leçons pour transformer ton esprit en un champ d'entraînement. 8 principes pour cesser d'être spectateur et commencer à construire une intelligence forte, pratique et stoïcienne. Il n'y a pas de tour de passe-passe, il n'y a pas de formule magique, il y a de l'effort, il y a de l'inconfort. Et si tu es prêt à l'assumer, alors commençons. 1. Fais de ton esprit ton terrain d'entraînement. Ton esprit est comme ton corps. Si tu ne l'entraînes pas, il s'affaiblit. Il devient lent, fragile et paresseux. Et quand la vie frappe, parce qu'elle frappe toujours, un esprit faible ne résiste pas, il se brise. La différence est que l'entraînement mental n'est pas visible. Il n'y a pas de muscle pour le prouver, pas d'applaudissements pour penser clairement, mais c'est là que tout commence. Dans la façon dont tu réagis quand personne ne te regarde, dans ce que tu fais avec ces pensées qui tentent de te saboter en silence. Les stoïciens le savaient. Pour eux, l'esprit était un champ de bataille. Pas un endroit pour stocker de belles idées, mais un espace qui devait être prêt pour la guerre. Parce que la vie ne demande pas la permission. Elle te jette dans le feu. Et là, sans préavis, tu découvres si tu as le caractère pour résister ou si tu deviens une victime de plus du chaos.
Faire de ton esprit ton terrain d'entraînement signifie assumer la responsabilité totale de ta façon de penser. C'est prendre chaque pensée comme un poids à soulever. Ce n'est pas accepter n'importe quelle idée simplement parce qu'elle est déguisée en logique. Cela signifie remettre en question ce que tu as appris, briser les croyances héritées, observer tes schémas mentaux avec une brutalité honnête. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux entraîner la façon dont tu interprètes ce qui se passe. C'est la clé. Épictète l'a dit sans détour. Ce qui nous affecte n'est pas ce qui se passe, mais ce que nous pensons de ce qui se passe. Cette idée, si tu la comprends vraiment, change ta vie. Parce qu'elle te libère, parce qu'elle fait de toi quelqu'un qui ne réagit pas par impulsion, mais qui répond avec stratégie. Quelqu'un qui utilise la raison comme bouclier et comme épée. Entraîner l'esprit, c'est transformer chaque situation en une répétition de plus. Tu es frustré, tu t'entraînes à la patience. On te critique, tu t'entraînes à la tempérance. Les doutes t'envahissent, tu t'entraînes à la concentration. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais de les observer, de les maîtriser et de les transformer. La plupart des gens sont esclaves de leurs émotions parce qu'ils n'ont jamais entraîné leur esprit. Ils vivent piégés dans des réactions automatiques, croyant que tout ce qu'ils pensent est vrai, que tout ce qu'ils ressentent est loi. Mais tu ne peux pas te permettre ce luxe. Si tu veux être fort mentalement, tu dois t'entraîner tous les jours. Et non, je ne parle pas de méditer quelques fois par mois ou de partager des phrases motivantes. Je parle de vivre avec intention, de te poser des questions inconfortables. Cette pensée m'appartient-elle ou m'a-t-elle été imposée? Cette émotion me contrôle-t-elle ou l'utilise-t-elle? Cette idée me libère-t-elle ou me maintient-elle en pilote automatique? Ton esprit doit devenir un espace dur, mais lucide, pas un lieu de déni, mais d'observation. Comme une salle de sport où chaque pensée est testée, défiée, modelée. Il n'y a pas de repos, parce que la vie ne fait pas de pause. Mais plus tu t'entraînes, moins l'extérieur te domine. Chaque coup devient une répétition, chaque chute, une opportunité de te renforcer. C'est là que commence ta véritable intelligence. Non pas dans ce que tu sais, mais dans la façon dont tu penses quand le monde te pousse à bout. 2. Brise l'étiquette du « c'est comme ça que je suis » et redessine ton identité. L'un des pièges les plus dangereux de l'esprit est l'auto-étiquetage. Cette phrase que tu lâches sans réfléchir, « c'est comme ça que je suis ». Elle semble inoffensive, voire honnête, mais en réalité, c'est une chaîne. C'est une sentence qui te lie à une ancienne version de toi-même, une excuse déguisée en autoconnaissance. Chaque fois que tu dis « c'est comme ça que je suis », tu fermes la porte au changement. Tu acceptes que ta façon d'être est quelque chose de fixe, comme si ton caractère était une structure de béton qui ne peut pas être modifiée, alors qu'en réalité, il est fait d'habitudes, de décisions et de répétitions. Les stoïciens comprenaient que l'être humain n'est pas terminé, que nous sommes une œuvre en construction, pas un produit fini, et que s'accrocher à une identité rigide est l'un des plus grands obstacles à la transformation. Parce que si tu te convaincs que tu es impatient, insécurisé, paresseux, faible, tu ne luttes plus pour le changer. Tu l'acceptes comme faisant partie de ta nature. Tu abandonnes avant de commencer. Et cela n'est pas de l'intelligence, c'est de la lâcheté. Redessiner ton identité ne signifie pas prétendre. Il ne s'agit pas de t'inventer un personnage, ni de forcer une version fausse de toi-même. Il s'agit de prendre le contrôle de qui tu es, de comprendre que chaque action renforce ou affaiblit ton caractère, que ce que tu fais aujourd'hui façonne ce que tu seras demain. Si tu réagis toujours avec colère, tu t'entraînes à être une personne colérique. Si tu choisis la voie facile, tu deviens faible. Si tu fuis toujours le conflit, tu deviens quelqu'un incapable de supporter la pression. Rien de tout cela n'est fixe, mais si tu le répètes assez, cela finit par sembler l'être. La phrase « c'est comme ça que je suis » est confortable. Elle justifie tes échecs. Elle te protège du jugement, mais elle t'enferme aussi. Parce que chaque fois que tu l'utilises, tu dis « je ne veux pas faire l'effort de changer ». Et cette pensée devient automatique, invisible. Elle devient une prison sans barreaux, mais avec des limites réelles. Une prison où tu fermes toi-même la porte et jettes la clé.
L'intelligence pratique commence quand tu brises cela, quand tu te rends compte que tu n'es pas tes pensées, ni tes émotions, ni tes habitudes, que tu peux te modeler, te redessiner, te renforcer, mais pas à partir de la fantaisie, mais de l'action. Il ne suffit pas de vouloir changer, il faut agir différemment, il faut choisir différemment, il faut penser différemment, même si au début cela semble inconfortable, antinaturel ou même faux. Ton identité ne se déclare pas, elle se construit. Et elle se construit en faisant ce que tu disais que tu ne pouvais pas faire. Le jour où tu arrives à contrôler un élan qui te dominait auparavant, tu redessines ton caractère. Le jour où tu affrontes quelque chose que tu évitais auparavant, tu crées une nouvelle version de toi. Personne n'a dit que ce serait facile. Parce que lâcher ton ancienne identité fait mal. C'est effrayant. Ça te laisse sans excuse. Mais ça te donne aussi du pouvoir, ça te force à prendre des responsabilités. Et cette responsabilité, bien qu'elle pèse, est la liberté. Commence par identifier les phrases que tu répètes sans réfléchir. J'ai toujours été comme ça, je n'ai jamais été bon à ça, c'est juste comme je suis. Quand tu les entends dans ta tête, arrête-toi, brise-les. Demande-toi si elles sont vraies ou juste une façon de rester où tu es. Souviens-toi que chaque fois que tu choisis d'agir différemment, même si c'est un petit pas, tu réécris ton histoire. Et c'est ce que fait quelqu'un de vraiment intelligent. Ne pas défendre ce qu'il a été, mais construire intentionnellement ce qu'il veut être. 3. Ne pas avaler les idées, les mâcher. Nous vivons à l'ère de l'information rapide. Tout est à un clic, à un scroll, à une vidéo de 30 secondes. Opinion, phrases inspirantes, théories, conseils, ce que vous voulez. Et cela peut sembler un avantage, mais en réalité c'est un piège déguisé en abondance. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne pensent pas, ils répètent, ils n'analysent pas, ils copient, ils ne comprennent pas, ils imitent, ils avalent des idées sans les digérer, remplissant leur tête de contenu vide qui ne transforme rien. Un esprit intelligent n'est pas celui qui stocke le plus de données, mais celui qui a le discernement pour remettre en question ce qu'il reçoit. Parce que penser n'est pas consommer de l'information. Penser, c'est la traiter, la mettre à l'épreuve, la confronter à la réalité. Si vous absorbez seulement des idées et les répétez comme si elles étaient des vérités absolues, vous n'apprenez pas, vous obéissez. Et un esprit obéissant, aussi cultivé qu'il puisse paraître, reste un esprit faible. Mâcher une idée, c'est être mal à l'aise avec elle. C'est ne pas rester en surface. C'est se demander, cela a-t-il un sens ou est-ce que cela sonne juste bien? Est-ce que je comprends ou est-ce que je répète simplement parce que quelqu'un que j'admire l'a dit? Est-ce que cela s'applique à ma vie? Ou est-ce une phrase vide qui me fait me sentir intelligent pendant 2 secondes, puis que j'oublie? La philosophie stoïcienne ne consiste pas à collectionner des phrases profondes pour les publier sur les réseaux sociaux. Il s'agit de mettre ces idées en pratique dans la vie réelle, dans le corps, dans le conflit, dans l'erreur. Une idée n'a de valeur que si elle peut résister à l'épreuve de l'action. Et pour cela, vous devez la mâcher. Vous devez l'observer sous différents angles. Vous devez la contredire, la briser, la reconstruire. Vous devez penser calmement et avec passion. Parce que si vous ne passez pas par ce processus, l'idée ne vous transforme pas. Elle vous décore seulement. Et une idée qui décore mais ne change rien, c'est de l'ego pur. Le stoïcisme est clair à ce sujet. Il ne sert à rien de mémoriser les textes de Marc Aurèle si vous ne pouvez pas les appliquer lorsque vous êtes sur le point d'exploser de rage. Il ne sert à rien de citer Sénèque si vous ne pouvez pas maintenir votre tempérance au milieu du chaos. La sagesse n'est pas ce que vous savez, c'est ce que vous faites avec ce que vous savez. C'est pourquoi, si vous voulez être plus intelligent, commencez par changer votre relation avec les idées. Ne les avalez pas. Mâchez-les, posez des questions, soyez ennuyeux, soyez inconfortable, ne prenez rien pour acquis simplement parce que cela semble logique ou populaire. Pensez par vous-même, pas pour l'approbation, pas pour l'apparence, pas pour l'imitation, par conviction. Parce que si vous n'êtes pas capable de briser une idée et de la reconstruire à partir de votre expérience,
Vous ne l'avez pas comprise. Vous l'avez simplement copiée. Et voici le point le plus important. Penser fatigue. Ça fait mal, ça use. C'est pourquoi si peu de gens le font vraiment. Parce que mâcher une idée nécessite de l'énergie. Cela nécessite de s'arrêter, d'entrer en conflit avec soi-même, d'accepter que peut-être vous croyez depuis des années quelque chose qui n'a plus de sens. Mais cette usure vaut chaque seconde, parce que c'est ce qui sépare ceux qui répètent ce qu'ils entendent de ceux qui construisent leur propre jugement. Ne devenez pas une personne qui va dans la vie en se remplissant de phrases comme si elles étaient des médailles. Soyez quelqu'un qui les brise, les analyse, les transforme en outils. Mâcher une idée n'est pas douter par faiblesse, c'est questionner par force. C'est rejeter la passivité mentale. C'est avoir le courage de penser quand penser n'est plus commun. Si vous voulez être vraiment intelligent, ne vous remplissez pas d'idées. Remplissez-vous de clarté. Et la clarté ne s'obtient que lorsque vous arrêtez d'avaler ce qu'on vous donne et commencez à digérer ce qui vous sert vraiment. 4. Lisse avec une fin de transformation, pas d'information. Lire en soi ne signifie rien. Il y a des millions de personnes qui lisent tous les jours et ne changent pas le moins du monde. Elles restent tout aussi distraites, tout aussi réactives, tout aussi confuses. Lire ne te rend pas plus sage, ni plus fort, ni plus intelligent. Ce qui te transforme n'est pas le livre, c'est ce que tu fais avec ce que tu en retires. Aujourd'hui, l'information est consommée comme si elle était du divertissement. Nous lisons rapidement, nous passons d'un auteur à l'autre, nous cherchons les parties soulignées, les résumés, les phrases prêtes à partager. Mais personne ne s'arrête, personne n'approfondit, personne ne se demande « Comment puis-je appliquer cela à ma vie maintenant ?» Et c'est la différence entre lire par habitude et lire avec une fin de transformation. Un esprit stoïcien ne cherche pas à accumuler des connaissances pour se vanter. Il n'est pas obsédé par le fait de savoir plus, mais par le fait de vivre mieux. Les stoïciens lisaient pour agir. Ils lisaient pour se corriger. Ils lisaient pour faire face à leur propre ignorance. Ce n'était pas une activité passive, c'était un exercice d'auto-confrontation. Chaque page était un outil, pas une décoration. Bien lire n'est pas lire beaucoup. Bien lire, c'est lire avec intention. C'est s'arrêter quand quelque chose te dérange et te demander pourquoi. C'est souligner non pas pour garder des phrases, mais pour marquer les points que tu as besoin de confronter. C'est lire lentement, avec le corps impliqué, avec l'ego calme et la volonté éveillée. Tu ne lis pas pour combler des vides, tu lis pour allumer un feu, pour secouer l'esprit, pour te défier. Lire avec une fin de transformation implique d'être mal à l'aise. Parce que si ce que tu lis ne te demande rien, cela ne t'aide pas. Si cela ne fait que te faire sentir validé, tu ne lis pas, tu cherches une confirmation. Et celui qui cherche seulement une confirmation stagne. Il devient un répétiteur d'idées agréables, mais ne change rien. Il n'évolue pas. Chaque livre que tu touches devrait te mettre en tension. Il devrait provoquer des questions. Il devrait t'inciter à agir différemment, à penser différemment, à te voir avec d'autres yeux. Si tu finis un livre et que tu restes exactement la même personne, il ne s'est rien passé. Tu as simplement consommé de l'information. Et l'information sans transformation n'est que du bruit déguisé en culture. Beaucoup de gens se vantent de combien ils lisent par mois. 40 livres, 50 livres, plus d'un par semaine. Mais ils n'ont pas la moindre cohérence entre ce qu'ils consomment et ce qu'ils font. Ils connaissent les théories, les auteurs, les concepts, mais ils ne les vivent pas. Ils ne les intègrent pas. Ils ne les mettent pas en pratique. Et cela n'est pas de l'intelligence, c'est de l'accumulation. C'est de l'ego déguisé en curiosité. Donc, si tu vas lire, que ce soit pour te transformer. Ne lis pas par quantité, lis par nécessité. Choisis des livres qui défient ta façon de penser, qui te forcent à te regarder dans le miroir, qui ne te laissent pas confortable ni tranquille. Souligne moins et applique plus. Ferme le livre et fais quelque chose avec ce que tu as compris. Ne cherche pas à ce que tout ait du sens immédiatement. Certaines idées font mal avant d'avoir du sens. Et c'est bien, c'est le but.
Lis avec le corps, pas seulement avec la tête. Ne lis pas pour te souvenir, lis pour te reformer. Parce qu'à la fin, la connaissance qui ne se transforme pas en action est un fardeau inutile. Et un esprit intelligent ne se mesure pas par ce qu'il sait, mais par la façon dont il transforme ce qu'il sait en une vie plus lucide, plus solide et plus réelle. Alors arrête de lire pour te sentir cultivé, lis pour te construire, pour te corriger, pour te réveiller. Parce que la lecture, si elle ne te pousse pas à être meilleur, n'est qu'une distraction déguisée en croissance. 5. La théorie sans action est un ego intellectuel. Bouge. Il y a un type d'intelligence qui semble profond, mais qui est vide. Elle est élégante, sonne bien, mais ne change rien. C'est le type d'intelligence qui vit dans les mots, mais qui n'arrive jamais aux mains. C'est celle qui se cache derrière des phrases complexes, des théories polies, des concepts élevés et zéro action. L'ego intellectuel est silencieux. Il ne crie pas, ne se vante pas ouvertement. Il se cache dans ta bibliothèque, dans tes notes soulignées, dans tes arguments bien construits, mais il ne met pas les pieds dans la boue, il ne se salit pas, il ne prend pas de risques. C'est celui qui préfère analyser la vie plutôt que de la vivre. Et cet ego, bien qu'il se déguise en sagesse, est purement de la peur. Peur d'échouer, peur de se salir, peur de ne pas être à la hauteur de tout ce qu'il prétend comprendre. Tu connais des personnes comme ça. Ils parlent de philosophie, de psychologie, de spiritualité, ils citent des auteurs, expliquent des modèles mentaux, te recommandent des livres. Mais quand vient le moment d'agir, ils se paralysent. Leurs mains tremblent. Ils n'appliquent rien. Parce qu'ils ne lisent pas pour se transformer. Ils lisent pour protéger leur ego avec une armure de mots. Les stoïciens méprisaient cela. Pour eux, la connaissance qui n'est pas vécue ne vaut rien. Non pas parce que lire est mal, mais parce que sans action, toute connaissance devient une décoration. Ils ne te demandaient pas ce que tu savais, mais ce que tu faisais de ce que tu savais. Parce que celui qui n'agit pas, même s'il lit, même s'il comprend, même s'il analyse, reste coincé à la surface. Si tu comprends une idée, mais que tu ne la mets pas en pratique, tu ne l'as pas. Si tu parles de maîtrise de soi, mais que tu te laisses emporter par chaque impulsion, tu n'as rien appris. Si tu sais ce qu'est la tempérance, mais que tu ne peux pas garder le silence quand tout brûle, tu te trompes. La véritable intelligence se mesure en mouvement, pas en discours. Et ce mouvement doit faire un peu mal, parce que sortir de la théorie et entrer dans la pratique est toujours inconfortable. Appliquer une idée implique de t'exposer. Cela implique de te tester. Cela implique que tu peux échouer et cela frappe l'ego. C'est pourquoi tant de gens restent à analyser, parce que penser sans agir est sûr, confortable, mais stérile. Cela ne transforme rien. Cela ne construit pas de caractère. Cela ne façonne pas la volonté. Cela ne fait qu'alimenter une image mentale de sagesse qui se dissipe dès que le premier conflit réel apparaît. Bouge, même si tu n'as pas tout clair, même si tu as l'impression de ne pas être prêt, même si tu ne sais pas si tu vas le faire parfaitement. L'important n'est pas d'avoir la théorie complète. L'important est d'avoir le courage de faire le premier pas. La pratique est l'endroit où se révèle ce que tu as vraiment compris. C'est là que l'on voit si ce que tu lis te transforme ou te divertit simplement. L'action n'est pas l'impulsivité. Il ne s'agit pas de bouger pour bouger. Il s'agit de prendre ce que tu sais et de le mettre en jeu, de tester une idée dans la chaleur du moment, d'utiliser un outil mental juste quand tu en as le plus besoin, de transformer la sagesse en muscle, en décision, en véritable changement. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer. Tu as besoin de commencer pour vraiment comprendre. La clarté vient en chemin, pas avant. Et chaque fois que tu agis avec intention, tu brises l'ego intellectuel et tu construis une intelligence vivante, une intelligence qui sert, qui pèse, qui a un impact. Alors arrête de te cacher derrière tes connaissances. Arrête d'accumuler des théories comme si elles étaient des trophées et bouge. Parce que si tu ne peux pas l'appliquer, tu ne le comprends pas.
Et si tu ne le comprends pas, il vaut mieux que tu gardes le silence et que tu commences à agir. 6. Ose penser avec ceux qui te dérangent. Les idées sont comme des épées. Elles sont belles accrochées au mur, mais elles ne sont testées qu'au combat. Et il n'y a pas de meilleure façon de les aiguiser qu'en les confrontant à d'autres. Penser seulement avec ceux qui sont d'accord avec toi, c'est comme s'entraîner avec une épée en bois, confortable, sûre, inutile. Si tu veux vraiment renforcer ton esprit, tu dois exposer tes pensées au feu. Et ce feu vient de l'inconfort. Il vient du débat, du conflit, du contraste avec ce que tu n'attends pas ou ne partages pas. La plupart des gens préfèrent vivre dans leur bulle idéologique. Ils ne parlent qu'avec ceux qui pensent comme eux. Ils se nourrissent du même type de contenu. Ils suivent ceux qui renforcent leur vision du monde. Et bien que cela puisse sembler être la paix, c'est de l'ignorance déguisée en cohérence. Parce que si tes idées ne sont jamais remises en question, elles ne grandissent pas. Elles se répètent simplement dans une boucle confortable, stérile, sans évolution. Penser avec ceux qui te dérangent n'est pas une menace, c'est une opportunité. C'est la façon la plus honnête de savoir si tes idées sont les tiennes ou si tu les as simplement adoptées pour appartenir. Parce que lorsque quelqu'un défie tes croyances, il te force à voir tes limites. Il te force à te demander pourquoi tu penses ce que tu penses, d'où cela vient, si tu l'as compris ou simplement copié. C'est là que commence la véritable réflexion. Non pas quand tu répètes, mais quand tu résistes au questionnement sans te briser. Le stoïcisme n'a jamais été une philosophie d'applaudissement. Il ne cherchait pas à plaire, il cherchait à éveiller. Et pour éveiller, il faut parfois se déranger. Les stoïciens entraînaient leur caractère dans la contradiction, dans la diversité de la pensée, dans la tension entre ce qu'ils voulaient croire et ce qu'ils devaient affronter. Ils n'étaient pas fragiles face à la différence. Ils étaient curieux. Ils ouvraient la porte au désaccord comme partie de leur croissance. Mais aujourd'hui, chaque fois que quelqu'un entend une opinion différente, il le prend comme une attaque personnelle, comme si penser différemment était un manque de respect. C'est le signe d'un esprit faible, celui qui ne peut pas écouter sans exploser, sans se sentir offensé, sans se fermer. Si tu veux être mentalement fort, tu dois apprendre à écouter sans peur, à débattre sans crier, à soutenir tes idées sans les transformer en religion. T'exposer à d'autres formes de pensée ne signifie pas que tu vas changer d'opinion sur tout. Cela signifie que tu es prêt à comprendre. Et comprendre n'est pas céder. C'est avoir le courage de considérer, même si tu n'es pas d'accord. C'est aiguiser ta logique, renforcer tes valeurs, ou même, si nécessaire, démolir une vieille idée qui ne sert plus. Penser avec ceux qui te dérangent te force à avoir de la clarté. Il te force à grandir. Ne cherche pas toujours le dernier mot, cherche la meilleure question. N'entoure pas seulement de gens qui t'applaudissent. Entoure-toi de ceux qui te défient, qui te sortent du moule, qui te dérangent, juste assez pour briser tes certitudes. Parce que c'est là, juste là, dans ce frottement inconfortable, dans ce désaccord inconfortable, que naît la pensée qui compte. Pas celle qui orne, mais celle qui transforme. La véritable intelligence ne vit pas dans l'écho, elle vit dans le contraste, dans la tension, dans l'inconfort choisi. Si tu oses penser avec ceux qui ne pensent pas comme toi, tu entraînes ton esprit à être fort, flexible et résistant. Pas seulement brillant en théorie, mais ferme dans la pratique. Alors, sors de ta zone de confort intellectuel, cherche la friction, remercie celui qui pense différemment. Parce que si tes idées ne survivent pas au dialogue, alors elles n'ont jamais été les tiennes. Et si ton esprit ne peut pas supporter l'inconfort, il n'est pas entraîné. Il est seulement orné. 7. Forge ton corps pour soutenir un esprit inébranlable. Ton corps est l'armure de ton esprit. Peu importe à quel point ta pensée est affûtée, si le contenant qui la soutient se brise au premier coup. Tu peux lire tous les livres du monde, méditer pendant des heures ou répéter des phrases de sagesse millénaire. Mais si ton corps abandonne facilement, tôt ou tard, ton esprit le fera aussi. Parce qu'un esprit lucide a besoin d'un corps qui résiste, un corps discipliné, un corps qui n'est pas un obstacle mais une base. Les stoïciens le savaient, ils n'étaient pas des philosophes de bibliothèque, ils étaient des soldats de la pensée.
Marc Aurèle écrivait des réflexions tout en dirigeant des armées. Épictète, malgré le fait d'être esclave et de souffrir d'un handicap physique, entraînait son esprit tous les jours avec une force que beaucoup sans chaîne n'atteindraient jamais. Il comprenait que le corps n'est pas seulement biologique, c'est la volonté faite chair. C'est le terrain où la discipline est mise à l'épreuve. Forger le corps n'a rien à voir avec l'esthétique. C'est une question de présence, d'énergie, de respect de soi. Parce que si tu ne peux pas contrôler ton corps, comment vas-tu contrôler ton esprit? Si tu ne peux pas maintenir une routine simple, comment espères-tu maintenir tes pensées lorsque tout s'effondre? Le corps ne ment pas. S'il est faible, s'il est lent, s'il est négligé, probablement que ton esprit l'est aussi, même s'il se déguise en sagesse. L'intelligence ne vit pas isolée dans ta tête. Elle vit dans ta respiration quand le stress te domine, dans ta posture quand tu es sur le point d'abandonner, dans ta capacité à rester ferme, littéralement et symboliquement, lorsque la vie te pousse. Prendre soin de ton corps, c'est préparer le terrain pour que ton esprit fonctionne à son niveau maximum. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Entraîner le corps, ce n'est pas seulement faire de l'exercice, c'est construire de la résistance. C'est pratiquer l'inconfort. C'est apprendre à vivre avec la fatigue, avec la douleur physique, avec la tension, et ne pas abandonner. Parce que cet entraînement physique façonne le caractère. Il t'apprend que tu peux plus, que tes limites étaient mentales, pas musculaires, que l'impulsion d'abandonner n'est pas un ordre, c'est une suggestion que tu peux ignorer. Et oui, ça va faire mal. Oui, tu vas avoir des jours où tu n'auras pas envie. Mais c'est une partie du processus. Parce qu'il ne s'agit pas de motivation, il s'agit de décision. De te présenter quand même, de bouger quand même, de mettre le corps en action pour rappeler à l'esprit qui commande. Tu n'as pas besoin de devenir un athlète. Tu n'as pas besoin de vivre dans la salle de sport, mais tu as besoin de bouger, de te renforcer, de respecter ta biologie, de bien dormir, de mieux manger, de respirer profondément, de faire de l'effort physique une pratique constante. Parce que plus ton corps est fort, plus ton esprit a de l'espace pour se concentrer, créer, décider, résister. Et ce n'est pas seulement pour toi. Un esprit fort, soutenu par un corps fort, peut supporter plus. Plus de pression, plus de responsabilité, plus de chaos sans se briser. Le monde est plein de personnes brillantes, piégées dans des corps épuisés, sans énergie, sans rythme. Et cela limite, cela freine, cela déconnecte. Forger ton corps, c'est envoyer un message, je suis prêt. Pas pour ce qui est facile, pas pour ce qui est confortable, mais pour ce qui est réel, pour ce qui est dur, pour ce qui va exiger le meilleur de moi. Parce que lorsque ton corps devient un allié, ton esprit respire, et lorsque les deux travaillent ensemble, il n'y a pas de défi que tu ne peux pas relever. 8. Ouvre la porte à l'inconfort et considère-le comme un allié. L'inconfort est le maître que personne ne veut, mais dont tout le monde a besoin. Il vient sans déguisement. Il ne se présente pas avec de jolis mots ni de promesses faciles. Il arrive quand tu t'y attends le moins, te met au pied du mur, exige des réponses et te transforme si tu as le courage de ne pas fuir. Parce que l'inconfort, bien utilisé, est l'entraînement le plus puissant pour l'esprit. Le problème est que nous avons été éduqués pour l'éviter. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à chercher la voie facile, à fuir le conflit, à échapper au silence inconfortable, à la douleur, à l'effort. On nous programme pour associer l'inconfort à l'échec, mais c'est un mensonge. Ce qui est confortable endort. Ce qui est inconfortable réveille. Ce n'est que lorsque quelque chose te fait mal, te dérange, te pousse hors de ce que tu connais, que tu commences à découvrir qui tu es vraiment. Les stoïciens non seulement acceptaient l'inconfort, mais ils le cherchaient. Ils s'exposaient volontairement au froid, à la faim, à l'effort physique. Non pas parce qu'ils étaient masochistes, mais parce qu'ils comprenaient quelque chose que la plupart des gens oublient aujourd'hui. Si tu n'entraînes pas ton esprit en temps de paix, tu ne résisteras pas lorsque les temps difficiles arriveront. Et ils arriveront.
Parce que la vie ne va pas te protéger, elle ne va pas te prévenir, elle va te tester sans demander la permission. C'est pourquoi ouvrir la porte à l'inconfort n'est pas se rendre à la douleur. C'est l'inviter comme partie du processus. C'est comprendre que grandir fait mal, que changer use, que progresser implique de frôler la peur, le doute, la fatigue, et que rien de tout cela n'est un signe de faiblesse. Au contraire, ressentir de l'inconfort est la preuve que tu brises des barrières internes, que tu foules un nouveau territoire, que tu es vivant et que tu te déplaces dans la bonne direction. L'inconfort te démasque. Quand tu es mal à l'aise, tu ne peux pas prétendre, tu ne peux pas faire semblant, il ne reste que ce que tu es vraiment. Ton caractère se montre, tes limites se révèlent. Et si tu as assez de courage, tu peux utiliser ce moment pour te sculpter une nouvelle version, plus résistante, plus éveillée, plus libre. Arrête d'éviter ce qui est difficile. Parle quand cela te coûte. Écoute quand cela te dérange. Lève-toi tôt quand ton corps demande du repos. Entraîne-toi quand tu n'en as pas envie. Fais ce que tu sais qui te fait du bien, même quand tu le détestes. Parce que c'est le point exact où tu grandis. Ce n'est pas romantique, ce n'est pas facile, ce n'est pas immédiat. Mais c'est réel. Et ce qui est réel transforme. Ne confonds pas le confort avec la paix. Souvent, ce que tu appelles être calme n'est qu'une stagnation déguisée. Une pause qui ne te guérit pas, mais qui t'engourdit. Et quand tu t'habitues trop au confort, le moindre choc se ressent comme un tremblement de terre. Mais si tu fais de l'inconfort un allié, plus rien ne te surprend. Plus rien ne te brise aussi facilement. Tu deviens quelqu'un qui ne dépend pas de son environnement pour rester stable. Et c'est de l'intelligence à l'état pur, une stabilité intérieure au milieu du chaos extérieur. Chaque fois que tu choisis consciemment la difficulté, tu gagnes en force. Tu affines ta pensée. Tu entraînes ton esprit à ne pas abandonner. Et plus tu le fais, plus cela devient naturel. Parce que l'inconfort, lorsqu'il est pratiqué, cesse d'être une menace et devient un outil. Alors, ne ferme pas la porte quand tu ressens de l'inconfort. Ouvre-la, regarde-le en face, ressens-le sans drame, remercie-le pour le message qu'il apporte, parce que derrière chaque inconfort se cache une version plus forte de toi que tu ne connais pas encore. Et si tu as le courage de le traverser, tu la trouveras.